L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde parce qu'il faut avoir cette volonté, cette liberté, cette organisation, cette faculté de se challenger soi-même, de se remettre en question tout le temps. Et tout le monde n'est pas fait pour ça. Vous écoutez DevCast, le podcast qui vous tient au courant de tous les développements majeurs dans le monde de la technologie. Nous discutons des dernières nouvelles, tendances et innovations avec les principaux acteurs du secteur, qu'il s'agisse de développeurs, d'entrepreneurs, d'investisseurs ou de leaders d'opinion. Salut, c'est Bernard NG de DevCast et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais à la rencontre de Peggy Antonius, CEO de la startup Entre Kidspreneur, qui est une EdTech, entrepreneuse et formatrice, mais aussi consultante. Elle est référente de la communauté Kids de 10 000 codeurs que vous connaissez très certainement. Avec elle, nous allons parler de sa mission, sa motivation, qui est de donner les clés à nos enfants afin qu'ils osent révéler leur potentiel pour entreprendre la vie. Nous parlerons donc entrepreneuriat dans cet épisode, mais attention, entrepreneuriat beaucoup plus orienté enfant. Si vous êtes parent ou si vous comptez le devenir un jour, ou si vous avez un petit frère, etc. Cet épisode va vous donner les clés et va essayer de changer votre mindset parce qu'au-delà d'une discussion, c'est beaucoup plus aussi un discours de motivation, mais un changement de mindset. Ça l'a été pour moi. J'espère que ça le sera aussi pour vous. Je vous laisse donc avec cet épisode. Bonne écoute. Voilà, bonjour Peggy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans notre podcast. Bonjour Bernard, ouais, je vais super bien et je suis vraiment ravie d'être là, virtuellement on va dire, mais je suis vraiment ravie de cette invitation, merci beaucoup. Voilà, avec toi aujourd'hui, on va discuter un peu de tes activités, de comment tu encadres les enfants pour un avenir entrepreneurial, comment tu t'occupes un peu de ton métier de consultance et comment tu travailles aussi avec 10 000 codeurs. Mais avant d'arriver là, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, alors je m'appelle Peggy Antonius, je suis originaire de la Guadeloupe, je suis guadeloupéenne, donc j'ai grandi en France, donc je vis aujourd'hui en France, même si j'ai eu quelques petits passages aux États-Unis notamment et au Canada. Mais aujourd'hui, je vis en France, je suis maman d'une petite fille et je suis la présidente fondatrice d'Entre Kidspreneur. Voilà, pour me présenter. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que Entre Kidspreneur? Oui, Entre Kidspreneur, en fait, c'est un organisme de formation en ligne qui propose et qui va accompagner nos enfants. Donc, je commence à 9 ans, donc de 9 jusqu'à 25 ans, pour les accompagner à développer les compétences entrepreneuriales, les compétences financières, les compétences psychosociales, ce qu'on appelle les soft skills. Parce que pour moi, il est indispensable que nos enfants aient des outils pour se révéler, pour mieux s'insérer dans ce monde qui est vraiment en pleine mutation. Mais on va, j'imagine, en reparler au fur et à mesure, mais le monde est tellement changeant qu'on ne peut pas s'attendre à former nos enfants de la même façon qu'avant parce que le résultat ne sera pas le même en fait. Ok. Et qu'est-ce qui change aujourd'hui d'après toi? Moi, je serais curieux de savoir pourquoi tu as choisi 9 ans pour débuter. Est-ce qu'il y a une particularité par rapport à ça? Et aujourd'hui, quand tu parles du changement, est-ce que tu parles du numérique? Est-ce que tu parles de toute cette technologie qui arrive et qui, normalement, devrait changer notre façon aussi d'éduquer notre jeunesse? Parce qu'en quelques années, en 20 ans d'évolution technologique, on s'est vu que tous les différents secteurs ont adopté la technologie, mais quand il s'agit de l'éducation, quand on regarde un peu ce qui se passe à l'école, c'est toujours le même principe. Est-ce que tu vas beaucoup plus dans ce sens-là? Pour toi, c'est quoi ce changement qu'il faudrait préparer et pourquoi tu commences à 9 ans justement? Alors, première question, pourquoi je commence à 9 ans? Je commence à 9 ans parce que par rapport à mes programmes et à la pédagogie que j'utilise dans mes programmes, qui est de la pédagogie active par projet, il est important que les enfants aient cette compréhension orale et écrite de savoir écrire, savoir lire, et c'est pour ça en fait. Avant 9 ans, il est plus compliqué de comprendre des consignes par rapport à mes programmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire avant 9 ans. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont fait confiance et qui ont pris mes programmes pour des enfants de 7 et 8 ans, mais il faut que l'enfant soit accompagné.
Tu vois, il faut que le parent soit à côté pour lui expliquer les consignes quand il ne comprend pas. Ça ne veut pas dire qu'il va pas tout comprendre, mais il y a peut-être 20 ou 30% de choses que des fois il ne va pas comprendre, et donc le parent va devoir expliquer. Donc ça veut dire que ça va demander une mobilisation plus importante du parent. Alors que mes programmes sont faits pour que l'enfant puisse tout seul se connecter à sa plateforme au moment où il le veut, et puis faire ses programmes, ses modules et ses sessions au fur et à mesure. Donc, être en autonomie. Alors, pour répondre à ta deuxième question, qu'est-ce qui change dans notre monde aujourd'hui? Tout. Tout change dans notre monde aujourd'hui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'école est toujours sur le même principe. On a toujours des informations descendantes, un enseignant, un professeur qui va arriver avec des cours, même si ça commence un peu à changer, mais enfin quand même dans l'absolu, c'est comme ça que ça se passe. Ils ont un programme à suivre, ils vont le suivre, ils vont considérer que tous les enfants sont les mêmes, et donc apprennent de la même façon, comprennent de la même façon, et surtout restituent de la même façon, ce qui n'est pas vrai. On a tous des façons complètement différentes d'apprendre, de restituer les choses. On est différents, et heureusement d'ailleurs. Ça, l'école n'arrive pas à le prendre en compte, et on peut comprendre, hein, c'est sûr que s'il fallait faire du cas par cas, enfant par enfant, dans une école, ça aurait été compliqué. Mais en fait, ce n'est pas forcément adapté. Dans les écoles, aujourd'hui, quand on va apprendre aux enfants des choses, on va leur apprendre les mathématiques, les sciences, l'histoire, etc. On va pas réussir à les mobiliser pour que eux soient en mesure de se dire « Ok, ça m'intéresse, comment je vais aller plus loin, comment je vais développer ma curiosité intellectuelle parce que, waouh, on me parle des mathématiques et de théorèmes, mais ok, comment je pourrais le mettre en pratique dans ma vie ?» Et en fait, c'est ça la problématique aujourd'hui, c'est que les enfants apprennent beaucoup de choses à l'école, mais ils se demandent, et moi j'en ai beaucoup qui me le demandent, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert tout ce qu'on apprend à l'école ? Donc, du coup, ça ne les motive pas à apprendre parce qu'ils ne voient pas la finalité, l'utilité derrière. C'est pour ça que de plus en plus, on commence à avoir, alors de plus en plus, mais pas suffisamment, on commence à avoir des pédagogies par l'action, des pédagogies par l'expérience. Par exemple, on va apprendre aux enfants les mathématiques en cuisinant, en faisant des gâteaux. Vous voyez, des choses comme ça, parce que en fait, il faut que l'enfant puisse lier ce qu'il apprend à la réalité de son quotidien. Et c'est un peu ça qui manque aujourd'hui à l'école. En plus de ça, on se rend compte que le monde évolue parce que quand on regarde les méthodes de travail, aujourd'hui, avec toute la crise que l'on a vécue, on s'est bien rendu compte qu'on a travaillé à distance. Toutes les personnes qui ont mal vécu cet épisode, cette période de notre vie à tous qui a été mondiale, eh bien c'est parce qu'ils n'avaient pas cette facilité de résilience, ils n'avaient pas cette facilité d'adaptation, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas bien entendu tout le contexte numérique, et ça a été très dur pour eux. Donc ça veut vraiment dire qu'il faut apprendre à nos enfants à être autonomes, à travailler différemment, à réfléchir différemment, à s'adapter. Il est prouvé que 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est énorme. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants là aujourd'hui avec tous les métiers qu'on leur apprend ? Puisqu'ils n'existent pas encore. Ils vont sortir avec des diplômes sur des métiers bien spécifiques que quand ils vont aller sur le marché du travail, ça ne va plus exister, et on va leur demander justement d'apprendre de nouveaux métiers. Donc si on ne sait pas apprendre à apprendre, parce que apprendre à apprendre, c'est une compétence. Si on ne sait pas apprendre à apprendre, si on ne sait pas être flexible, si on ne sait pas être autonome, responsable, si on n'a pas toutes ces compétences, si on n'a pas cette connaissance de soi, comment on va faire pour s'adapter à de nouveaux métiers ? Comment on va faire pour créer de nouveaux métiers ? Parce que c'est ça qu'on demande à nos enfants aujourd'hui. La Terre va mal, la société va mal. Aujourd'hui, on a besoin que nos enfants aient plus d'empathie, comprennent l'autre, apprennent les langues. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas assez développées à l'école. L'école va donner un socle de base, mais clairement pas suffisant. Il faut vraiment aller au-delà de ça. Il faut apprendre à nos enfants d'autres choses. Et ces choses-là, pour moi, ce sont comme les compétences entrepreneuriales. Quand on est entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose, c'est qu'on apprend à se connaître. On apprend la résilience. On apprend à être persévérant, à être motivé, à atteindre des objectifs, à gérer un projet. On apprend à collaborer.
on apprend à tomber et à se relever. Et pour ça, on tombe, hein, ça je peux vous le dire. On tombe Exactement, oui. et, et on se relève. Et c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat comme entreprendre sa vie également. Parce que la vie, c'est quoi? C'est un projet. Et c'est des multitudes de projets. Et c'est ça la richesse de la vie. Et c'est pour moi, entreprendre sa vie, c'est tout ça. Donc oui, nos enfants vont faire face à d'autres défis, le défi climatique. On a besoin d'enfants qui réfléchissent à comment on peut améliorer tous ces défis climatiques auxquels on va faire face. Comment on peut apprendre à collaborer, à travailler avec... voilà, il y a 20 ans, on travaillait pas avec des gens à l'autre bout de la planète, qui sont vos collègues. Hein, je vous dis pas... voilà, ce sont vos collègues. Donc il faut que nos enfants puissent avoir les capacités de travailler de cette façon-là, de ne pas avoir peur, d'enlever cette peur. Alors que quand on est à l'école, on est un peu dans surtout, faut pas faire d'erreur, surtout il faut rentrer dans un moule. Non. Moi, c'est justement l'inverse. Apprenez à vous connaître, il faut apprendre à se connaître pour savoir mais en quoi je suis différent, parce que c'est cette différence qui est la richesse pour tous en fait. Et il faut Exactement, oui. pas rentrer dans un moule, il faut sortir du moule, parce que si on reste dans le moule, on va jamais avoir des super solutions pour aider l'agriculture, on va jamais avoir des super solutions pour le médical, on va jamais oser se dire moi il y a personne dans ma famille qui est médecin, mais moi je sens en moi cette fibre où j'ai envie d'être médecin et donc j'y vais. Parce que je la sens cette fibre, je me fais confiance, je fais confiance à la vie, je fais confiance à mes capacités. C'est tout ça, entreprendre sa vie pour moi. Et c'est pour que nos enfants développent ces compétences entrepreneuriales. Et je pourrais en parler pendant des heures parce que les compétences entrepreneuriales, moi, j'ai créé Entre Kidspreneurs parce que justement, c'est comme ça que je me suis découverte. C'est grâce à l'entrepreneuriat que je me suis découverte. Mais on va en reparler parce que je suis un peu bavarde, je sais, mais je vais Non, vous ça laisser va. me poser d'autres questions. Non, ça va, ça nous permet de découvrir un peu ta vision des choses et c'est qui est très intéressant. Juste avant de continuer, parce que tu nous as dit que c'est comme ça que tu t'es découverte, euh, dis-moi un peu comment tu arrives à susciter cet intérêt dans le chef d'un enfant de 9 ans pour susciter en lui en fait ses désirs d'entreprendre. Comment ça se passe? Parce que je suppose qu'à 9 ans, les enfants généralement, ils sont pas trop études, ils sont beaucoup plus dans les jeux et tout ce qui va avec. Alors comment toi tu t'y prends pour créer cet intérêt de vouloir qu'à partir de 9 ans, qu'un enfant cherche à se découvrir par exemple? Comment tu fais? Alors, en fait, j'ai créé des programmes qui sont ludiques. Alors, à 9 ans, mais aussi quand on est des grands enfants, une chose est sûre, c'est qu'on apprend beaucoup mieux avec le jeu. C'est ce qu'on appelle la ludification dans l'apprentissage. Donc moi, mes programmes, ce sont des personnages en fait. Ce sont des personnages qui ont vécu l'aventure avant eux. Donc des personnages de leur âge qui ont créé une entreprise. Il y en a un qui a créé une entreprise et il y en a deux ils sont trois, et il y a deux qui ont créé une association et qui leur expliquent au fur et à mesure des sessions comment ils ont fait et à quoi ils ont fait face en fait comme défi et comment ils ont surmonté ça. Et donc au fur et à mesure, par identification à ces personnages, on va leur demander eux aussi de réfléchir à qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aimeraient changer dans le monde, qu'est-ce qu'ils aimeraient créer. Il y en a qui ont déjà des idées, hein, faut pas croire, à 9 ans, il y en a qui ont déjà envie de changer les choses dans leur rue, par exemple. Oui, moi je vois que les voitures elles passent toujours trop vite et toujours quand on va à l'école par exemple, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça commence comme ça commence par l'observation de son environnement en fait. Ou bien moi j'ai un jeune et des exemples je peux en donner. J'ai un jeune qui me disait moi quand je vais sortir mon chien des fois comme il fait noir, je vois pas où il est mon chien. Donc, je vois pas le bout de la laisse. Donc, du coup, il a imaginé un collier phosphorescent, en fait, pour pouvoir voir où est son chien. Donc, ils ont des super projets, il faut pas croire. Il faut juste leur laisser libre cours à leur créativité, les encourager un petit peu en leur disant tu as ce potentiel, tu as ces capacités.
Donc, en fait, le fait que ce soit des jeux, des quiz et qu'ils ne se prennent pas au sérieux, si je puis dire ça comme ça, eh bien, ils se prennent au jeu et ils y vont franchement. Donc, en fait, c'est ça la force de mes programmes, c'est que c'est ludique et c'est qu'ils se rendent même pas compte qu'ils apprennent. On n'est pas en train de leur dire, vas-y, récite, t'as appris par cœur, maintenant tu récites. Non, c'est pas comme ça en fait. Ils suivent des petites vidéos, ils voient les personnages, ce qu'ils ont fait, ils ont des quiz pour vérifier la compréhension et ils peuvent revoir la vidéo autant de fois qu'ils veulent s'ils n'ont pas bien assimilé les enseignements. Et puis ensuite, on les fait passer à l'action. C'est-à-dire que sur la connaissance de soi, on leur pose des questions réellement. Maintenant, à toi, réponds qui tu es, qu'est-ce que tu aimes. Ensuite, quand on passe sur l'idée des 3 protagonistes, on va leur dire maintenant, à toi, cherche des idées, regarde dans ton entourage, qu'est-ce que tu aimerais changer, qu'est-ce qui te tient à cœur, est-ce que c'est la santé, par exemple. Il y a une petite fille qui s'est rendue compte que elle allait tout le temps au pays voir sa grand-mère, sauf que plus elle grandissait, moins elle avait des choses à dire à sa grand-mère. Et pourtant, ses parents souhaitaient qu'elle échange avec sa grand-mère parce que les personnes âgées, vous le savez, ils ont envie de discuter avec leurs petits-enfants, mais elle savait pas quoi lui dire, donc elle arrivait et elle savait pas quoi dire à sa grand-mère. Donc, l'idée pour elle a été de créer un jeu sur lequel il y a des petites cartes, un jeu de société, hein, il y a des cartes où elle pose des questions à sa grand-mère. C'est-à-dire qu'elle lui dit, grand-mère, quand tu avais 12 ans, eh bien, est-ce qu'il y avait de l'eau? Est-ce que tu allais puiser l'eau? Comment ça s'est passé? Comment tu vivais? Est-ce que tu es allé à l'école? Comment était l'école? Etc., etc. Et donc, elle en a fait un jeu de société avec des cartes qui a même été repris, ce jeu de société, pour les personnes qui ont Alzheimer. Parce que ça leur fait travailler la mémoire. Tu vois, Bernard, tu vois jusqu'où ça peut aller en fait. La créativité de nos enfants est extraordinaire. Ils ont un potentiel énorme et ils voient les choses de manière plus innocente que nous, adultes. Parce que nous, on va toujours peut-être avant se dire « Ah non, mais je peux pas faire ça, mais c'est trop basique. » ou c'est, tu vois, on va se limiter, on va se mettre des freins. Eux, ils ont encore cette chance de ne pas avoir autant de croyances limitantes que nous. Ils en ont, hein, mais ils en ont pas autant. Et d'ailleurs, dans mon autre programme sur l'argent, je les fais également travailler sur les croyances limitantes. Très intéressant. Alors, dis-moi, tu viens de mentionner des projets très intéressants. Est-ce que c'est aussi dans la responsabilité entre Kidspreneurs de soutenir ce projet après la formation? Déjà, combien de temps dure une formation? À l'école, on sait qu'une année académique, c'est plus ou moins 9 à 10 mois. Comment ça se passe chez toi? Comment s'organisent les différents programmes? Et est-ce que tu accompagnes ou tu trouves un moyen de financer certains projets comme pour les grands entrepreneurs, si je peux le dire comme ça? Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est que mes programmes sont sur la base de licences annuelles. Donc, quand on souscrit à quel que soit mon programme, ce sont des licences annuelles qu'on a toujours la possibilité de renouveler, bien entendu. Alors, la licence annuelle, mes programmes, c'est en moyenne, le plus important, c'est 18 sessions, 18 sessions d'1 heure à peu près, hein. Donc, tu vois qu'en 1 an, on a largement le temps de le faire au moment où on le veut. Ça peut être pendant les vacances scolaires, ça peut être le week-end. Bref, on le fait au moment où on le souhaite. On suit la progression. Donc voilà, ce sont des licences annuelles, donc c'est pour 1 an et j'ai un programme donc ça c'est en autonomie, hein, c'est en ligne, c'est en totale autonomie, même si moi je demande à recevoir, eh bien par exemple le business model Canva, parce qu'ils font réellement leur business model Canva, hein, donc ils me l'envoient pour correction, voilà. Mais on me l'envoie en ligne, bien sûr. Maintenant, j'ai également un programme où on va un peu plus loin, où je fais en plus de mes 2 programmes, le parent prend un accompagnement avec moi un samedi sur 2, donc d'1 heure, en groupe ou en individuel, où je vais les challenger sur ce qu'ils apprennent. Donc, on va aller plus loin, hein, sur ce qu'ils apprennent. Et tout ça, c'est aussi pendant l'année scolaire, sur une année scolaire. Donc, ensuite, est-ce que je vais plus loin pour des jeunes qui veulent réellement passer à l'action? À ce jour, j'en ai 2. J'en ai un au Canada qui crée des jus de bissap, qui veut vendre au Canada. Donc, lui, effectivement, je pense que je vais l'accompagner. En fait, ça dépend vraiment du jeune, parce qu'il y en a qui restent à l'idée de l'idée.
et qui n'ont pas forcément envie d'aller plus loin, c'est-à-dire à la création réelle de leur projet, parce que ce qui les intéressait, c'était de développer les compétences derrière et pas forcément de passer à l'action en créant une entreprise au jour d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que leur idée, dans 5 ans, ils pourront pas la faire, hein. Maintenant, il y en a, j'en ai 2, hein, donc j'ai le petit, il n'est pas si petit, il a 12 ans, qui veut créer ses jus de bissap, et j'en ai une qui a 16 ans, qui veut créer un agenda pour les jeunes filles, un agenda, oui, enfin, vous voyez les planners, les planners pour les jeunes filles. Elle s'est rendue compte que il y en avait pas et donc elle veut les créer. Donc moi, ce que je fais quand ils sont mineurs, parce que vous savez que on peut pas créer quand on est mineur, hein, donc les parents maintenant s'associent à l'enfant pour créer la structure et moi je les accompagne. Donc tu me demandais Bernard comment je fais, c'est que l'un des objectifs à venir d'Entre Kidspreneurs, c'est d'être un sorte de business angel et de pouvoir accompagner financièrement des entreprises comme celle-là. Oui. Très intéressant. Alors, est-ce que tu es la seule derrière ce projet? Est-ce que tu t'es fait accompagner par une équipe? Comment s'organise un peu Entre Kidspreneurs? Parce que je suppose que si tu as plusieurs sessions, ça devient difficile de gérer ça tout seul. Comment tu organises tes différents projets? Est-ce que tu as mis en place une équipe qui s'occupe aussi de ça? Alors, aujourd'hui, pour la création d'Entre Kidspreneurs, je l'ai fait toute seule. Bien sûr, je me suis fait accompagner par un business coach au démarrage et c'est ce que je conseille à tout le monde parce que on n'est pas des spécialistes de l'entrepreneuriat. Donc quand j'ai démarré, j'ai travaillé avec une business coach pour la mise en place d'Entre Kidspreneurs et en fait, c'est là aussi où je vous dis l'entrepreneuriat, c'est vraiment une école de la vie. C'est vraiment une école de la vie parce que ce que j'avais programmé, planifié avec la business coach, rien ne s'est passé de cette façon-là. Rien. Tout a changé. Donc c'est là où on fait preuve de résilience, on fait preuve de créativité, on fait preuve d'acceptation aussi. Je fais confiance à la vie. Je suis très croyante, donc je me dis il y a toujours pour le mieux. Donc toutes les choses se font toujours pour le mieux. Et donc ensuite, quand j'ai transformé Entre Kidspreneurs, je me suis entourée d'enseignants. D'ingénieur pédagogique. J'ai fait moi-même des formations de formateurs. J'ai fait une formation d'ingénierie pédagogique. J'étais consultante en informatique. Donc, le numérique, ça va, je connais. Donc cette partie-là, je la connaissais. J'ai aussi eu dans ma vie en informatique, j'ai fait de la formation. Donc, j'avais cette fibre de formation, mais je n'avais pas de diplôme. Donc, j'ai quand même voulu, vous savez, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai quand même voulu avoir une formation de formateur pour asseoir tout ça et un diplôme donc que j'ai obtenu. Donc voilà, je me suis entourée de prestataires pour créer mes programmes, des gens qui sont même devenus des amis maintenant, avec qui j'échange toujours puisque ce sont vraiment des amis. Mais Entre Kidspreneurs, c'est une seule personne et c'est moi en fait. Donc maintenant pour mes sessions, jusqu'à aujourd'hui, j'arrive à les faire moi parce qu'en fait, comme je te disais, les enfants sont dispo que le samedi après-midi ou le vendredi soir, et donc j'arrive à les faire moi-même. Souvent, je fais en groupe. L'année dernière, j'avais un groupe de 10 enfants ensemble. Donc tu vois, et c'est 1 heure, donc c'est totalement gérable. Le reste du temps, c'est en ligne. Donc c'est eux qui font au moment où ils le souhaitent. Donc je ne suis pas présente en fait. Tu vois, ils le font au moment où ils le souhaitent. Donc c'est tout à fait jouable. Si effectivement demain j'ai 5, 10, 15, 20 groupes, à ce moment-là, je ferai appel à des business coachs pour me suppléer sur l'accompagnement des enfants dans les sessions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'arrive à gérer toute seule. D'accord, très intéressant. Alors, tu nous disais que l'entrepreneuriat est quelque chose qui a permis à ce que tu te découvres. Moi, je serais curieux de savoir à quoi ressemblait ta vie ou quelle est cette période de ta vie qui t'a dirigé vers l'entrepreneuriat et comment s'est passée cette transition-là de ton côté? Alors, en fait, pour comprendre tout ça, il faut remonter un peu quand j'avais 10 ans, 9-10 ans. Quand j'avais 9-10 ans, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, mais je ne savais pas que c'était de l'entrepreneuriat parce que dans mon entourage, j'ai personne
d'entrepreneurs. Je ne connaissais aucun entrepreneur. Donc, je ne savais même pas ce que c'était qu'un entrepreneur. Mais à 9-10 ans, je voyais des opportunités de business partout. Partout. Je vivais en Guadeloupe à cette époque et il y avait des locaux vides. J'adore les chaussures. Ça, c'est quelque chose. Moi, je suis mi-chaussures, j'en ai des centaines. Et je voyais un local vide. Je disais à ma maman, mais et si on prenait ce local et on vendait des chaussures? On peut acheter et puis revendre. Enfin, voilà. Ensuite, je voyais, nous, on a des roulottes de ce qu'on appelle des bokits. Ce sont des sortes de sandwichs spécifiques de la Guadeloupe. Et je voulais prendre une roulotte et puis aller après l'école vendre ça. Enfin, j'avais toujours plein d'idées de choses à faire. Et ma mère me disait, toi, tu seras la businesswoman de la famille. C'est pas possible. À chaque fois, tu as toujours quelque chose tu as toujours une idée, un truc à mettre en place. Enfin, mais à l'école, on me disait, bon, écoute, arrête de rêver, redescends sur terre, fais des études, fais des grandes études pour avoir un bon job et être une bonne salariée, tu auras réussi ta vie. Voilà. Donc, on m'a brimée, en fait, à l'école. Même si mes parents me disaient, waouh, c'est super, t'as plein d'idées, tout ça. Mais je n'avais personne pour exploiter tout ça. Je ne connaissais pas d'entrepreneur. Entre Kidspreneur n'existait pas encore. Donc, forcément, bon, ok. Donc, j'ai fait ce qu'on m'a dit. J'ai fait de grandes études, j'ai eu un super boulot dans l'informatique, je gagnais bien ma vie, super. Mais malgré tout, j'avais toujours cette volonté de changer ma vie, de faire d'autres choses. Je suis pas métro boulot dodo, quoi. C'est pas moi, ça, en fait. J'ai cette fibre entrepreneuriale, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était une fibre entrepreneuriale. Et donc, du coup, j'avais un petit ami qui m'a proposé le marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, on a cette possibilité de créer son entreprise. Donc, j'ai démarré le marketing de réseau. Je me suis découverte, en fait. J'ai créé mon entreprise en 6 mois, alors qu'en général, je suis montée manager, en fait. Voilà, j'ai progressé très vite. Alors qu'en général, les gens prennent 2 ans, 3 ans pour monter manager. J'ai fait ça en 6 mois. J'ai créé mon entreprise. Et là, j'ai commencé à apprendre sur moi, sur mes capacités. Là, je me suis dit, mais Peggy, tu as ces capacités à gérer une équipe, parce que j'avais plus de 2000 personnes, à gérer une équipe, à t'investir, à travailler en plus de ton boulot, parce que je faisais ça en plus de mon boulot, attention. Donc, et là, je me suis dit, mais waouh, tu as toutes ces capacités. J'ai vraiment appris à me connaître, à connaître mes forces, mes faiblesses, à savoir comment je gérais quand il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, à me redresser quand je tombais et tout ça. Et je me suis dit, mais les périodes où j'ai appris le plus sur moi, plus que toutes les périodes ou la période où j'étais à l'école, à faire des études ou à m'assainir d'informations qui ne m'ont jamais servi, c'est à ce moment quand j'ai créé mon entreprise de marketing de réseau. Et là, je me suis dit, mais l'entrepreneuriat, c'est le meilleur moyen pour te challenger, pour apprendre à te connaître, pour te découvrir, pour comprendre comment tu fonctionnes, pour te challenger. Enfin, ça a été pour moi une révélation. Et donc, j'ai continué ça tout en travaillant. Et comme j'ai une bonne écoute, mes collègues, la pause de 16h, ils venaient la passer dans mon bureau. Et ils se plaignaient tout le temps. Ouais, je suis pas épanouie, j'aime pas ce que je fais. Et du coup, je leur disais, mais pourquoi tu restes dans ce boulot? Pourquoi tu ne fais pas quelque chose que tu aimes? Et souvent, ils me disaient, non mais moi, j'aurais aimé créer ça, faire ceci, faire cela. Et je leur disais, donc c'était vraiment les premières personnes avec qui j'échangeais là-dessus. Et ils me disaient, mais moi, je n'ai pas pu le faire parce que mes parents m'ont dit de faire des études, d'avoir un bon boulot pour réussir ma vie, pour réussir dans la vie. Et d'ailleurs, j'ai fait une publication là-dessus en disant que réussir dans la vie, ce n'est pas réussir sa vie. C'est pas parce qu'on a un bon boulot bien payé que l'on est forcément épanoui. Ça n'a rien à voir. Et en fait, clairement, c'est ce qu'ils m'expliquaient. Ils avaient réussi dans la vie, mais ils n'avaient pas réussi leur vie parce qu'ils n'étaient pas épanouis. Et qu'est-ce que c'est la vie si on n'est pas épanoui? À quoi ça sert de bien gagner sa vie si on n'est pas épanoui? Bien sûr, l'argent est important, attention, mais avant tout, il est important de faire ce qu'on aime et d'être épanoui dans ce qu'on fait. Sinon, ça ne sert à rien. La vie n'est pas faite pour ça, sinon. Et plus je discutais avec eux et plus je me rendais compte qu'en fait, ils auraient eu besoin d'avoir quelqu'un qui leur dise « Mais non, mais même si tu le fais en parallèle de ton travail, donne-toi les moyens de faire ce qui t'anime.
Donne-toi les moyens de révéler tes talents, de révéler ton potentiel. Et eux, ils me disaient, ouais, mais tu sais, Peggy, tu devrais devenir coach parce que vraiment, tu nous aides. J'en ai un d'ailleurs qui lui, il était ingénieur informatique. Hein. Lui, son kiff, c'était de travailler dehors, dans les jardins, enfin, avec la nature, quoi. Je lui dis, mais tu te rends pas compte? Tu es en train de me dire que ton kiff, c'est de travailler dehors dans les jardins, à analyser l'eau, les rivières, les choses comme ça, et tu es ingénieur développeur. Tu es développeur informatique. Donc, c'est-à-dire que tu es seul devant ton écran à développer toute la journée. C'est complètement aux antipodes. Je lui dis, comment tu veux être heureux avec ça? Ben, c'est normal que tu sois tout le temps tristouné, quoi. On peut pas être heureux. Et du coup, lui, il a passé le cap. Il a fait une formation et aujourd'hui, il travaille dans ce qu'il voulait. Il fait des analyses de l'eau dans les rivières, des trucs comme ça. Et c'est sa passion, en fait. Et en plus, c'est bien payé. Enfin, donc, c'est là où tu te dis, mais enfin, c'était dommage. Donc, et c'est lui qui m'a dit, mais Peggy, tu devrais être coach parce que vraiment, tu m'as énormément aidé. Tu as pu voir en moi ce que moi-même, j'arrivais pas à voir. Et là, j'ai commencé à me dire, ouais, mais coach, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent aider les adultes. Alors que pour moi, c'est dommage qu'il ait pris cette direction dès le départ, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, non, moi, je vais travailler avec les enfants. Je vais travailler avec les enfants pour leur éviter de prendre la mauvaise route. Même s'il n'y a jamais de mauvaise route, parce que on rattrape toujours d'une façon ou d'une autre. Mais c'est dommage d'avoir ce gâchis, en fait, quelque part, d'avoir des personnes qui, pendant 20 ans, font un boulot, métro, boulot dodo, où ils sont pas épanouis, alors qu'ils pourraient apporter leur lumière au monde, en fait. Donc, c'est comme ça que je vois le truc. Et donc, je me suis dit, OK, moi, je vais travailler avec les enfants et je veux qu'ils deviennent des kidspreneurs. En étant un kidspreneur, c'est vraiment en ayant cette capacité à se révéler son potentiel, voir cette étincelle qu'on a en nous pour la diffuser au monde, pour apporter cette lumière au monde et pour entreprendre sa vie. Vraiment entreprendre sa vie et ne pas la subir. Comme moi, j'ai pu la subir. Hein. On m'a dit, va faire des grandes études. Je savais pas quelles études faire. Bon, voilà, j'ai fait des études. Et voilà. Je ne regrette pas parce que tout ça m'a emmené vers là où je devais être. Mais si on peut éviter à des enfants d'avoir toutes ces bifurcations et d'aller droit à leur épanouissement dans la vie, eh ben, on aura gagné énormément. Surtout que, comme je te le disais, Bernard, on a besoin aujourd'hui de personnes qui vont voir les choses autrement, qui vont vouloir sortir du moule et apporter leur pierre à l'édifice, leur pierre à ce monde qui est en mutation, ce monde qui est complètement changeant. Voilà. Exactement, ton parcours est très intéressant. Alors moi, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Premièrement, est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Et deuxièmement, généralement, c'est ce qui bloque, c'est qui freine de quitter du salariat vers l'entrepreneuriat, c'est ce manque de sécurité. Parce que quand tu es salarié, c'est vrai que tu n'es pas peut-être épanoui, mais à la fin du mois, tu sais que tu es rémunéré, tu sais que tu vas subvenir à tes besoins. Si tu as une famille, tu sais que tu as cette sécurité-là qui te permet en fait de rester un peu comme dans cette zone de confort, même si c'est vrai qu'on n'y est pas vraiment épanoui. Pour avoir essayé les deux, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui bloque énormément de personnes. Alors, comment toi, tu as pu, je dirais, passer ce cap, cette peur-là, la laisser derrière toi et voilà, te lancer dans quelque chose que tu ignorais? Parce qu'énormément des personnes, c'est limite justement à ça, à cette peur de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe si mon projet ne marche pas alors que j'ai plus d'emploi? Comment je fais pour vivre après? Comment je fais pour subvenir à mes besoins, etc., etc. Et voilà, pour moi qui suis développeur freelance, comment je fais si j'ai pas de marché pendant 2 mois, 3 mois? Et généralement, c'est ce qui freine, c'est ce qui bloque. Alors face à toutes ces insécurités qu'on a de l'entrepreneuriat, comment toi tu les as gérées à l'époque? Parce que cette transition, je crois qu'elle ne s'est pas faite directement. Tu disais que tu as combiné les deux pendant un moment. Mais à quel moment tu t'es dit, bah c'est bon, je lâche le salariat et je me concentre à 100% sur Entrekidspreneur? Et penses-tu que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Alors, pour répondre à la première question, est-ce que je pense que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Non, clairement non. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde parce que il faut avoir cette volonté, cette liberté, cette organisation,
cette faculté de se challenger soi-même, de se remettre en question tout le temps. Et tout le monde n'est pas fait pour ça. Je le sais, moi j'ai mon conjoint à la maison qui n'est pas fait pour ça. Clairement, il n'est pas fait pour ça parce que c'est pas dans sa personnalité. Par contre, les compétences entrepreneuriales, c'est indispensable pour tout le monde. Les compétences entrepreneuriales, ça va être la connaissance de soi, ça va être l'autonomie, ça va être cette faculté à rebondir. Même quand on est salarié, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand on est salarié, on ne demande pas à un salarié d'être un béni oui-oui, comme je sais pas si tu connais cette expression, mais d'être un béni oui-oui et de dire amen à tout ce que le chef va dire. Aujourd'hui, on demande aux salariés de plus en plus de réfléchir, d'être créatifs, de se dire ok, et si on faisait ça comme ça, d'être proactif, d'user d'autonomie. Le chef, il a pas besoin que tu viennes frapper à sa porte toutes les 5 minutes pour lui dire chef, on m'a envoyé ce mail, est-ce que je dois répondre ou comment je fais? Tu vois? Voilà, on a de plus en plus besoin de personnes autonomes, responsables, qui prennent leurs responsabilités en fait. Et tout ça, ce sont des compétences entrepreneuriales, des compétences que l'on va développer. Moi, j'appelle ça des compétences entrepreneuriales, c'est des compétences que l'on développe quand on gère un projet. Maintenant, c'est pour ça que je te disais aussi que mes kidspreneurs n'ont pas l'obligation de créer leur entreprise s'ils ne le souhaitent pas à la fin du programme. Mais ils auront développé toutes ces compétences entrepreneuriales. Cette confiance en soi, cette confiance en ses capacités, cette facilité à apprendre quelque chose de nouveau, cette curiosité intellectuelle. Ok, moi je sais pas développer, là on me demande de développer, ok, laisse-moi aller regarder où est-ce que je vais trouver l'information, parce qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de trouver de l'information partout. Tu vois, de se former. Et je veux apprendre à nos enfants à se former, parce que c'est pas quand on sort des bancs de l'école, quel que soit qu'on ait fait bac+5, bac+10, qu'on a fini d'apprendre. On apprend toute la vie. Et se former, ça devrait être toute la vie. Se former sur ce que l'on veut, hein. On peut se former sur tout, mais se former. Parce que ça aussi, ça va aiguiser la curiosité, ça va aiguiser l'esprit, ça va faire travailler les neurones, etc. Tu vois? Donc ça, voilà. Pour moi, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Par contre, tout le monde devrait développer les compétences entrepreneuriales. Ça, c'est le premier point. Sachant en plus que, juste un petit quelque chose au passage, c'est que aujourd'hui sur un CV, à CV égal, c'est-à-dire à même diplôme, un recruteur va aller regarder les compétences soft skills, les compétences de savoir-être, les fameuses soft skills, qui sont également des compétences entrepreneuriales, pour faire la différence. Comme je le disais, un recruteur va préférer prendre quelqu'un qui est autonome, qui est responsable, qui a cette curiosité intellectuelle, qui sait travailler en équipe. Parce que si tu as quelqu'un qui ne sait pas travailler en équipe, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, on travaille tous en équipe, même quand on travaille seul. Moi, je suis solo entrepreneur, je travaille seul entre kidspreneurs, mais je travaille avec d'autres personnes. Heureusement, je collabore avec énormément de personnes. Donc, si je ne savais pas collaborer, ça aurait été compliqué. Tu vois ? Donc, ces compétences sont indispensables et malheureusement, elles ne sont pas suffisamment développées à l'école. À l'école, on va t'apprendre à non, surtout, t'as pas la réponse. Non, tu te débrouilles, tu dois régurgiter ce que tu as appris. Alors qu'en fait, si on faisait les enfants travailler ensemble sur des projets, sur même répondre à des questionnaires. Ok, mais pourquoi toi ou bien apprendre à dire qu'est-ce qu'ils ont retenu de la leçon. Par exemple, si on les faisait dans une classe, ok, maintenant, dis-nous dis à la classe qu'est-ce que toi, t'as retenu de la leçon. Comme ça, les autres peuvent compléter, peuvent confirmer ou pas. Non, en fait, t'as pas très bien compris, parce que moi, j'ai compris que leur apprendre à argumenter, à convaincre, à s'entraider. Si on apprenait ça aux enfants à l'école, ils sortiraient autrement. Dans la vie de tous les jours, on a besoin de personnes qui s'entraident. Le monde a besoin de personnes qui s'entraident, qui sont empathes, qui travaillent ensemble, qui s'aident au lieu de se fighter, au lieu d'être concurrents. Ben non. Moi, les personnes qui ont des activités comme les miennes, je veux collaborer avec eux, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu vois, il y a de la place pour tout le monde et on doit collaborer ensemble au lieu de se fighter et de se dire on est concurrents. Moi, j'ai pas de concurrents. Tu vois, moi j'estime que j'ai pas de concurrent et c'est comme ça que je veux donner ce mindset à nos enfants pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de concurrence. On est tous ensemble, on a tous un objectif commun, on doit tous aller ensemble vers une cible en fait.
Donc voilà, ça c'est pour est-ce que tout le monde doit être entrepreneur? Non, clairement non, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Maintenant, j'ai oublié ta deuxième question. Ah oui, c'est La j'ai peur. oublié. La peur de... C'est toutes les insécurités qui sont générées, au fait, face à l'entrepreneuriat. Alors, face à l'entrepreneuriat, effectivement, on a toujours cette peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous a toujours appris que être salarié, c'est une sécurité. Maintenant, n'oubliez pas que le monde change. N'oubliez pas que la vie nous a montré que quand il y a eu cet épisode récent mondial que nous avons tous vécu, il y a énormément de personnes qui étaient pourtant salariées qui ont perdu leur job, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire que le salariat est plus fiable et plus sécure? C'est une idée qu'on se fait. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris ça. Parce qu'on nous a toujours dit, comme on m'a dit à moi, fais de grandes études pour avoir un bon job, et puis voilà. Pour être un bon salarié, pour être salarié dans une grosse boîte. Et puis voilà. Sauf que, aujourd'hui, on n'a plus cette garantie. De plus en plus, il est prouvé, il y a une étude américaine qui disait que d'ici même pas une cinquantaine d'années, 80% des personnes, des travailleurs seront des entrepreneurs. Auto-entrepreneurs, qui auront des sociétés ou qui seront prestataires, peu importe, mais 80%. Parce que le monde change, les besoins changent. Regardez les grandes entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Au lieu d'avoir un salarié, suivant, parce qu'ils savent que les commandes fluctuent, eh bien, ils vont prendre des prestataires. Et de plus en plus, maintenant, on fait appel à des prestataires. Les prestataires, c'est qui? Ce sont des entrepreneurs, auto-entrepreneurs ou indépendants, peu importe, ce sont des entrepreneurs. Donc, en fait, je pense qu'il faut décomplexer et se dire que l'entrepreneuriat n'est pas plus à craindre que le salariat. En fait, le salariat n'est pas plus sécure. C'est une fausse idée qu'on nous a inculquée et qu'il faut enlever dans la tête. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire les choses n'importe comment. Qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur, bien sûr, on a tous des factures à payer. Bien sûr, on a tous des charges, d'accord? Entrepreneur ou salarié. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu commences ta vie en tant que salarié, comme moi je l'ai fait, eh bien, tu prépares ta sortie. Tu épargnes, et ça, j'explique aux enfants très tôt comment on épargne pour réaliser ses projets. Dans mon programme Le Petit Financier, je leur explique comment on crée des budgets, comment on épargne, comment on investit, etc. Parce que ça se prépare en fait. Donc il faut apprendre à épargner, apprendre à investir pour avoir différentes sources de revenus et ne pas être dépendant, tributaire d'un patron qui va te dire non, là tu ne mérites pas d'augmentation. Là, tu mérites tant de salaire. OK? Et ça se prépare. Moi, effectivement, je l'ai préparé. Après, il faut avoir le courage, il faut avoir la motivation, il faut avoir la persévérance. Parce que effectivement, quand on a fini sa journée de travail à 18h ou 18h30 et qu'on rentre et qu'on s'occupe de son enfant et qu'à 21h30, on recommence à bosser jusqu'à minuit sur son entreprise, 6 jours sur 7, qu'on prend des congés pour travailler sur son entreprise, c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Mais quel est ton mindset? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Comment tu te vois dans quelques années? Qu'est-ce que tu as envie de laisser sur Terre quand on va parler de toi? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de laisser? Quel exemple tu veux donner à ton enfant? Moi, mon enfant, depuis qu'elle est née, elle était à côté de moi pendant que maman bossait. Donc, elle a un petit clavier, elle me dit, bon, moi aussi, maman, je vais travailler. Elle prend son clavier et elle tape parce qu'elle a toujours vu maman travailler. C'est ça l'exemple que je veux lui donner. Moi, ma fille, elle m'a jamais vu coucher sur un canapé en train de zapper des séries. Je ne dis pas qu'on peut pas se détendre, hein. C'est pas ce que je dis. C'est important de prendre du temps pour soi et de se détendre. Ça fait partie de la connaissance de soi d'ailleurs et de l'amour de soi. Mais est-ce que la série va m'apporter l'épanouissement que je recherche demain? Non. Donc, tout est une question de calibrage. Combien de temps je donne pour cette série? Combien de temps je donne à mon entreprise?
Et même quand j'ai pas envie parce que je suis fatiguée, que je me dis oh waouh, j'aimerais bien dormir ou j'aimerais bien m'aérer, eh ben non, j'ai un moment dans mon agenda pour m'aérer. Tu vois? Donc, les choses se préparent. Pareil quand on est entrepreneur. Donc, moi, j'ai passé 2 ans à faire les deux, à travailler sur les deux, avant de passer le cap. J'ai passé le cap au moment où je me suis dit là, euh, il y a quelque chose d'autre qui m'anime. C'est plus grand que moi. C'est plus important. Je ne peux pas faire les deux. Il faut que je laisse mon travail de salarié pour me consacrer à plein temps parce que tu le ressens en fait. Tu le ressens. Fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition, fais confiance à Dieu si tu es croyant, à l'univers, enfin à la façon dont tu l'appelles, mais fais confiance. Tu vas sentir le moment où tu dois switcher. Tu le sens. Tu le sens. Et donc moi je l'ai senti à ce moment-là et donc j'ai switché. J'ai laissé mon boulot. Les gens m'ont dit mais tu es folle. Tu laisses un boulot de cadre bien payé pour passer dans l'entrepreneuriat. Je leur ai dit je suis pas folle, je suis mon instinct et je veux vraiment aider la génération de demain à se révéler, à apporter quelque chose au monde. Tu vois, j'étais animée par ça. Donc du coup, j'ai laissé mon boulot de salariat et les choses ne sont pas faciles tout de suite. Hein. C'est pas parce que c'est ta mission de vie, c'est pas parce que tu le ressens que c'est facile. Hein. Ça, il faut se l'enlever de la tête. Mais il y a des mois où ça marche mieux que d'autres. Eh bien, pareil, tu anticipes. Tu sais, la première chose à faire, c'est de créer ton budget. Tu sais de combien il te faut pour vivre, n'est-ce pas? Tu sais les charges que tu as chaque mois. Tout compris, la crèche, l'école, la nourriture, le loyer, blabla. Tu sais. Et si tu sais pas le faire, il faut reprendre mon programme Le Petit Financier. J'explique aux enfants comment créer le budget. Ça, c'est la première chose. Tu crées ton budget, tu connais tes charges. Donc, à partir du moment où tu connais tes charges, tu dois faire en sorte d'avoir un objectif qui te permet de combler au moins tes charges. Donc, tu crées tes objectifs en fonction de ça. Tu te dis, voilà, il me faut tant de clients pour ça. Donc, tant de clients, c'est tant de prospection. Tu vois? Il y a des mois où ça va marcher beaucoup mieux, eh bien, tu mets de côté. Parce que tu sais qu'il y a peut-être des mois où ça va marcher moins bien. Et après, tu continues ta prospection. Maintenant, rien ne t'empêche aussi, puisque tu es, puisque tu es indépendant, c'est de louer tes services d'indépendant à d'autres structures. Moi, ça m'est arrivé de faire de la formation pour d'autres structures qui avaient besoin de formatrices. J'ai fait de la formation soft skills pour des adultes pour le Pôle emploi. Le Pôle emploi en France, c'est la structure étatique qui permet aux personnes d'avoir des formations, de trouver un emploi, etc. quand elles sont au chômage. Eh bien, j'ai fait des formations. J'ai eu une mission de formation aux soft skills pour des adultes, puisque je suis une spécialiste des soft skills, ces fameuses compétences de savoir-être, tu vois. Donc, rien ne t'empêche d'avoir des missions par-ci par-là pour compléter tes revenus une fois que tu es passé complètement indépendant. Et c'est aussi ça le fun du truc. C'est que tu as cette possibilité, cette liberté de te dire « Ok, tiens, il y a cette mission, je vais apprendre cette mission, tiens, je vais continuer par là, je vais faire ci, je vais faire ça. » Tu vois ? Donc, voilà un peu comment moi, en tout cas, je gère cette période d'indépendante, d'entrepreneur, parce que oui, non, mais il faut être clair, hein, il faut pas se dire ouais, c'est rose tous les jours, je gagne des millions, enfin, c'est pas comme ça, ça viendra, hein. Mon objectif, c'est bien de gagner des millions, mais ça viendra, tu vois, ça viendra, mais en attendant, moi, ça fait 4 ans que j'ai démarré, les premières années n'étaient pas roses du tout, mais j'ai toujours trouvé le moyen de payer mes charges. Faut faire confiance et d'avoir des missions qui me permettaient de vivre en fait. Hein. Je dis, j'ai un enfant, donc voilà, je ne suis pas seule. J'ai un enfant, j'ai un conjoint, j'ai une maison, voilà, tu vois. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas allée dormir sous les ponts. Hein. Et ma fille a toujours mangé. Et j'ai toujours payé tout ce que j'avais à payer pour ma fille, tu vois. Il faut faire confiance. Et en fait, c'est en ayant aussi cette peur de se dire je ne vais pas y arriver, je ne vais pas gagner d'argent, c'est plus compliqué, que en fait, plus tu vas vivre dans cette peur, plus tu vas attirer cette peur à toi. Et plus tu vas vivre dans ce manque, et plus tu vas attirer ce manque. Donc c'est se dire je fais confiance, je mets les actions en place, bien sûr, aide-toi, le ciel t'aidera. Je mets les choses en place.
Donc, je fais ma prospection, je fais en sorte d'avoir un objectif clair. Il me faut tant de clients. OK, comment je peux avoir tant de clients? Et je travaille dessus. En parallèle, je peux chercher des missions qui vont être ponctuelles. Ou tu peux prendre en tant qu'indépendant, tu peux prendre une mission de mi-temps, tu vois aussi, hein. Il y en a qui font ça, tu vois, une mission de mi-temps, et voilà, ça te permet d'avoir un revenu un peu plus fixe, sans être salarié. La problématique de vouloir toujours rester salarié, c'est de se dire, c'est quelqu'un d'autre qui décide pour nous, en fait. C'est ça. C'est quelqu'un d'autre qui décide pour nous de notre vie, de combien on vaut, de combien on veut gagner, de combien, de quel moment on peut travailler. Moi, ça m'arrive de travailler le dimanche, ça m'arrive de travailler m'arriver en pleine semaine, de me dire, bah non, moi je vais à une sortie avec ma fille, parce que la maîtresse demande des parents pour faire une sortie, tu vois. Je décide de quand je travaille, je décide avec qui je travaille, je décide de la rémunération que je vaux, et c'est aussi ça vers quoi il faut arriver. Ne pas laisser les autres avoir cette mainmise sur notre vie. Donc, ne pas laisser la peur prendre le dessus. J'ai quelques questions avant qu'on commence à chuter, avant qu'on commence à parler de 10 000 codeurs et cette communauté Kids qui s'est créée autour de ça grâce à toi. Mais avant, dis-moi, comment tu conseillerais quelqu'un qui se lance en entrepreneuriat, mais qui se rend compte, bon, pas qui se rend compte forcément directement, mais qui va dans la mauvaise direction. C'est-à-dire un projet qui ne solutionne pas un problème concret, par exemple, et qui ne marchera pas d'une manière ou d'une autre. Après combien de temps on doit se remettre en question et se dire il faudrait peut-être que je change de voie, que je change d'orientation. Comment un entrepreneur qui n'a pas assez d'expérience, pourrait savoir qu'il va dans la bonne direction et qu'il va finir par réussir? Parce qu'il y a ce côté acharnement qu'on a quand on est entrepreneur, c'est qu'on veut à tout prix réussir, même quand on n'est pas sur la bonne voie et parfois on s'en rend même pas compte. Alors comment toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour qu'il se remette en question s'il n'est pas sur la bonne voie justement? Alors, la première des choses, je pense que c'est dès le démarrage, dès qu'on a l'idée en fait. Avant même de commencer l'entreprise, dès qu'on a l'idée, il faut la challenger avec des potentiels clients. C'est-à-dire demander aux gens, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que si vous avez cette solution, est-ce que ça vous irait? Et comment tu vois, faire des questionnaires, des sondages. Moi, chose que je n'ai pas faite parce que personne ne me l'a dit, tu vois. Donc, faire des questionnaires, des sondages, en fait, déjà peaufiner l'offre que tu peux proposer avant même qu'elle ne soit créée. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux faire des jus de bissap, comme le petit Rosby, il s'appelle Rosby, qui fait ses jus de bissap, eh bien, tu vas déjà dire, OK, quelle contenance vous voudriez avoir? Est-ce que les jus de bissap, ça vous intéresse? Quel parfum? Où est-ce que vous aimeriez les trouver? Et puis, est-ce que vous voudriez qu'ils soient frais ou qu'ils soient livrés chez vous ou dans les magasins? Et pourquoi bissap plutôt que jus de pomme? Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les gens vont te donner, parce que les gens, ils adorent répondre à des sondages comme ça, à donner leur avis sur des trucs. Donc, il faut les solliciter. Et là, déjà, tu vas pouvoir peaufiner ton offre et voir s'il y a réellement un besoin par rapport à ce que toi, tu veux proposer. Parce que s'il n'y a pas de besoin, ça ne sert à rien. Tu vois? Parce que des fois, on pense que nous, on a la solution, mais en fait, ce n'est pas tout à fait la solution. Et en fait, des fois, ce que tu veux offrir est une réponse, mais c'est pas de cette façon-là qu'il faut y répondre. Par exemple, je te donne un exemple sur Entre Kidspreneurs. Moi, quand j'ai démarré Entre Kidspreneurs, je voulais faire des ateliers en présentiel. C'est pour ça que je te dis, quand j'ai démarré avec la business coach, on s'est dit on va faire des ateliers en présentiel, on va les dupliquer avec des business coach. D'ailleurs, j'en ai fait en Côte d'Ivoire, j'en ai fait un peu partout. On va les dupliquer dans le monde, faire des ateliers. Et voilà. Sauf que ça n'a pas fonctionné parce que il est arrivé. Tout a été remis en cause. Donc, du coup, je me suis réinventée et j'ai fait des ateliers en ligne. Et maintenant, avec du recul, je me suis dit, mais c'est là où Dieu voulait que je vienne. Franchement. Vraiment. Donc, ça veut pas dire que c'est mon offre qui n'était pas bonne. Ça veut dire qu'elle n'était pas adressée de la bonne façon. Tu vois? Et des fois, c'est ça aussi, en fait. C'est que ton projet, il est bon, mais il faut trouver la bonne façon de l'adresser. Donc, et ça,
personne d'autre ne pourra te le dire que les personnes à qui tu veux vendre, que tes potentiels clients. Donc, demande aux gens. Demande. Je sais que souvent, quand on a un projet, on te dit non, il faut pas parler de ton projet parce qu'on peut te le piquer, blablabla. Oui, peut-être qu'on peut te le piquer, mais en fait, il y a tout un travail derrière. C'est pas juste avoir un projet. Tout le travail vient après, en fait. Donc, au contraire, quand tu demandes aux gens comment ils aimeraient que ce soit vendu, est-ce qu'ils voudraient un abonnement ou alors un one-shot, est-ce qu'ils voudraient de l'accompagnement présentiel ou alors est-ce qu'ils veulent se débrouiller tout seuls, enfin, suivant le produit que tu veux vendre ou le service que tu veux vendre, pose des questions. Et demande aux gens toujours laisse une partie libre pour que les gens rajoutent ce qu'ils ont envie de rajouter. Parce que quand tu poses des questions, tu les drives en fait. Tu vois, qu'ils puissent rajouter tout ce qui leur passe par la tête et ensuite tu analyses tout ça. Et ça, il faut le faire au démarrage. Ensuite, au fur et à mesure que tu développes ton entreprise, là, il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu vois... moi, j'aurais pu arrêter ça fait 4 ans, tu vois, je me dis, waouh, j'aurais pu arrêter tellement souvent. Pourquoi je n'ai pas arrêté? C'est parce qu'en mon fort intérieur, et encore une fois, c'est là où c'est important de se faire confiance. En mon fort intérieur, je me suis toujours dit non. Il y a quelque chose. J'ai peut-être pas trouvé le bon business model, j'ai peut-être pas encore trouvé la façon, les bons clients, etc. Mais je sais en mon fort intérieur que ça va fonctionner. Parce que tu sens au fond de toi, tu vois, tu le sens. Donc c'est là aussi il faut se faire 2 choses. Pour résumer, 2 choses, c'est prendre l'avis de tes potentiels clients, de toutes les personnes autour de toi, et souvent des personnes étrangères, pas la famille, parce que souvent la famille va te dire des choses pour te faire plaisir. Donc vraiment des gens étrangers, et fais-toi confiance. Fais-toi confiance, tu sais. C'est comme, tu sais, je vais te donner un parallèle, Bernard. Quand tu rencontres quelqu'un, un homme ou une femme, une relation sentimentale, tu sens si la personne elle est bonne pour toi ou pas. Tu le sais. Tu le sens. Tu décides peut-être de continuer, hein, malgré tout. Hein? Même si tu as senti que, mais tu décides parce qu'elle est belle, parce qu'il parle bien, parce que, voilà, tu décides quand même de continuer. Mais tu sais au fond de toi que la personne elle n'est pas faite pour toi. Et puis, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, tu te dis, je savais, hein. Voilà, on a divorcé, mais je savais que la personne, ça allait pas. Mais j'ai voulu quand même faire. Donc là, tu t'es pas fait confiance, tu t'es pas écouté. Tu vois? Oui. Donc, fais-toi confiance. Merci Peggy, cette analogie est vraiment... On peut vraiment s'identifier. Malheureusement, on n'a plus assez de temps, donc on va conclure. Oui, on va devoir conclure. Et je serais très ravi de t'avoir dans un second épisode, pourquoi pas. Avec plaisir. Alors, c'était un plaisir d'avoir ce temps avec toi, de partager avec toi sur ce que tu fais. J'ai tellement appris moi-même et je pense aussi que la communauté derrière aura ce plaisir de t'écouter et de t'apprendre. C'est vraiment merveilleux tout ce qu'on apprend. Et voilà, je ne pouvais pas penser qu'on pouvait voir l'entrepreneuriat sur cet angle de vue, hein, surtout lorsqu'on est... enfant. J'ai vu qu'il y a des projets, qu'il y a des idées qui émanent des enfants et jamais j'aurais imaginé ça avant. C'est vraiment un plaisir de découvrir tout ça avec toi. Alors, est-ce que tu aurais un dernier mot, un message à passer comme message de fin, de conclusion? Oui, le message que j'aurais à passer, c'est vraiment, en tant que parent, écoutez vos enfants. Ne les bridez pas. Quand ils vous disent « Ah ouais, moi j'aimerais créer ça », au contraire, dites-lui, ok, comment tu ferais le truc, comment tu verrais ça et à qui tu vendrais vraiment chez votre enfant. Montrez-lui que ce qu'il dit est important parce que c'est comme ça que vous allez créer des enfants de plus en plus créatifs, de plus en plus confiants en eux, en leurs capacités, etc. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que moi, aujourd'hui, mon objectif avec Entre Kidspreneurs, c'est que les programmes d'Entre Kidspreneurs soient diffusés dans toutes les écoles. Donc, s'il y a des enseignants, des directeurs d'école qui nous écoutent, eh ben, contactez-moi pour qu'on voit comment on peut travailler ensemble parce que ce que je veux avant tout, c'est que un maximum d'enfants, de jeunes, je vais de 9 à 25 ans, puissent bénéficier de mes programmes. Donc, vraiment, l'entrepreneuriat comme une école de la vie pour que nos enfants, la génération de demain qui arrive, soient beaucoup plus ouverte, avec un mindset vraiment plus fort que nous et qu'ils osent vivre leur vie et se révéler. Voilà mon mot de la fin.
Merci Peggy et on se dit sûrement à la prochaine. Merci Bernard, c'était vraiment un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec toi. DevCast est d'abord une communauté des passionnés de la tech, débutants comme professionnels qui se connectent pour apprendre et partager afin de progresser dans leur carrière. Rejoins-nous dès aujourd'hui pour ne manquer aucune de nos activités tech. Rendez-vous sur t.me/devcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de DevCast. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Rejoignez la communauté et abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer. D'autres contenus sont disponibles sur notre plateforme. Le lien est dans la description. À la prochaine.